Dans l'épisode précédent, on avait eu une petite parenthèse toute mignonne avec Tingle et Melian. C'était très mignon, c'était beau, c'était l'amour, tout voilà. Mais rappelez-vous aussi, ceci, les clans elfes. Alors ici, on va devoir, et pendant voilà, l'analyse, on va devoir, je vais reparler, je vous ressortirai cette image. Mais donc on va refaire une petite explication de ce qui s'est passé ici pour les elfes. Donc bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue dans l'analyse, la 7e analyse pour le 5e chapitre de la Cuenta Silmarillion qui est Eldamar et les princes de l'Eldalier. Alors, Eldar, Eldalier, c'est synonyme. Hein. Voilà, Eldalier, c'est vraiment... Ça veut dire, voilà, les princes qui font partie des Eldar. Donc, voilà, les princes du clan Eldar que vous voyez sur ce truc-là. Alors, la dernière fois, on avait parlé des différents clans elfes. Là, je me suis dit, je vais vous remettre ça. Je vais vous remettre les clans elfes et un peu ce qui s'est passé. Rappelez-vous, Oromé était tombé sur les elfes et avait invité 3 ambassadeurs à l'accompagner. On avait Ingwe, Finwë et Elwë. Vous les remettez? Ingwe, Finwë, Elwë. Ils l'ont accompagné. Ils sont revenus. On dit « Waouh, c'est trop beau !» Et hop là! Là a commencé la grande traversée des elfes pour essayer de rejoindre Valinor et les Valar. Ingwe va être le chef des Vanyar, donc le clan que vous voyez vraiment à l'opposé de ma tête. On aura Finwë qui sera le chef des Noldor. Et puis, on a le chef des Teleri, c'est Elwë. Mais il y a aussi son frère Olwë, on a aussi l'Enwë. En fait, les Teleri, c'est vraiment le peuple qui va nous enquiquiner le plus, puisque c'est celui qui va petit à petit se séparer de certains de ses membres. Voilà. Mais ne vous en faites pas, on va reprendre ça petit à petit. Vous devez vraiment là retenir les Vanyar, les Noldor et les Teleri qui forment les Eldar, c'est-à-dire les elfes qui ont en tout cas accepté de faire le voyage vers Valinor. Vont-ils y arriver ou pas? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que vous remettez les noms? Vanyar, Noldor, Teleri. Donc au dernier chapitre, ils avaient commencé leur traversée. Les Vanyar en tête avec leur blondinet qui est juste là, qui est Ingwe. Suivi de près par les Noldor qui étaient avec leur... voilà, celui avec les cheveux noirs, Finwë. Et puis à un moment, les Teleri qui sont emmenés notamment par Elwë sont un peu retardataires. Il y a des clans donc, qui se séparent petit à petit. Elwë va disparaître un jour en fait. Et il va rencontrer Melian. Et le temps va... c'est comme s'ils étaient dans une bulle temporelle. Voilà, ils ont défié l'espace-temps. Mais Elwë a disparu. Voilà, on en était là. Donc en fait, Oromé va conduire les elfes jusqu'au rivage du Beleriand. Donc faut que... Voilà, ça c'est le Beleriand. Faut savoir que derrière les montagnes qui sont juste à côté de mes yeux, il y a ce que vous connaissez de la Terre du Milieu au 3e âge. Ben, en fait, les elfes viennent d'encore plus loin. Et donc en fait, ils ont tout traversé. Ils viennent enfin d'atteindre les côtes qui sont là, à l'opposé de ma tête. Voilà, ils viennent enfin d'arriver aux côtes. Mais, je vous disais que les Vanyar et les Noldor y arrivent. Et ben, les Teleri sont retardataires. Et les Vanyar et les Noldor, ce qui va se passer, c'est que, si vous voulez, il va y avoir une petite île qui va être déplacée par Ulmo, voilà, une sorte de Poséidon, qui va, en fait, voilà, les faire monter sur une île et va tirer l'île à travers la mer jusqu'à Valinor. Le truc, c'est que les Teleri qui vivent loin à l'intérieur des terres entendent cet appel pour partir vers Valinor. Ils l'entendent trop tard et ils sont laissés derrière. Alors les Teleri, lorsqu'ils atteignent la mer, ils ont raté le ferry, grosso modo. Et donc ils vont rester assez longtemps près de la mer. Et là, on a un des vassaux de Ulmo, donc de Poséidon, parce que oui, vous savez, il y a les Valar, et ils ont des Maiars à leur service. On a Ossé, qui est donc un Maia au service d'Ulmo, qui va justement leur enseigner plein de choses avec la mer, dont par exemple la musique marine. Là, Elwë a disparu, je le rappelle, c'est Olwë, alors qui devient leur chef. C'est Olwë, le frère d'Elwë qui est perdu avec Melian, qui devient leur chef. Ce qui va se passer, c'est que quelques années après, à la demande de Finwë,
Donc celui avec les cheveux noirs que vous voyez, le chef des Noldor, notamment, et des autres Noldor de Valinor qui étaient très amis avec les Teleri, bah en fait Ulmo va décider d'aller chercher les Teleri qui attendent au Beleriand sur les côtes tout seul là pour les ramener en Valinor. Et en fait là ce qui va se passer c'est que Ossé il va être un peu affligé parce qu'il veillait sur les mers de la Terre du Milieu et sur les rivages de la Terre du Milieu, et en fait il était un peu triste que les voix des Teleri ne puissent plus résonner dans son royaume en quelque sorte. Et il va réussir à persuader des elfes de rester. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle notamment les Falathrim, que vous voyez hein, avec les Sindar, c'est les Falathrim. Ce sont ceux donc qui auront comme chef Círdan, le charpentier, donc celui qui va faire les navires. Ceux qui cherchent, parce que parmi les Teleri, il y en a qui ne désespèrent pas et qui continuent à chercher Elwë, qui a disparu. Et ben ceux-là, en grande majorité, on va les appeler les Sindar. C'est ceux qui donc vont rester avec Thingol quand ils vont le retrouver. Ce qui va se passer, c'est que quand les Noldor, donc Finwë, va demander à Ulmo d'aller chercher les Teleri, bah, certains Teleri donc vont rester en Terre du Milieu. Comme je vous disais, on a les Falathrim, on a les Sindar, mais il y en a qui vont monter, voilà, sur le petit vaisseau qui reste. Ce petit vaisseau, donc, va emmener des Teleri qui sont sous la gouvernance d'Olwë. Mais à un moment, si vous voulez, Ossé, il suit l'île qui part avec Olwë, et à sa voix, en l'entendant, en fait, les Teleri vont supplier Ulmo d'interrompre leur voyage. Et si vous voulez, en fait, en Valinor, vous avez le continent et vous avez une petite île juste à côté, parce que l'île s'est arrêtée avant de rejoindre Valinor. Donc en fait, les Teleri vivent sur une île à côté du continent d'Aman, donc pas loin, hein, mais à côté. Et cette petite île, vous la connaissez sous le nom de île solitaire, c'est-à-dire Tol Eressëa. Elle est à portée de vue de Valinor, elle n'est pas loin, mais elle permet aux Teleri de rester proches d'Ossé avec qui ils ont passé plusieurs années. Est-ce que ça va, c'est clair? Est-ce que ça va, je vous perds pas trop? Donc là, on récapitule. On a les Vanyar, le blondinet, qui sont bien arrivés en Valinor. On a celui avec les cheveux noirs, Finwë, les Noldor, qui sont bien arrivés en Valinor. Les cheveux gris, c'est Thingol, Elwë. Lui, il est en Terre du Milieu, mais son frère, Olwë, a amené une partie des Teleri quand même jusqu'à côté de Valinor sur une petite île. Voilà, j'essaye du mieux que j'ai fait d'essayer de vous expliquer parce que je sais que c'est un peu compliqué. Ce qui est bien, c'est que sur l'île de Tol Eressëa, où sont donc les Teleri, hein, ils voient la lumière des arbres quand même. Ça atteint la rive occidentale de l'île solitaire. Et donc en fait, ils vont bâtir une cité que vous connaissez sous le nom d'Alqualondë. Les Vanyar et les Noldor vont aussi bâtir une cité qui s'appelle Tirion sur la colline de Tuna, qui elle aussi reçoit la lumière des arbres. Dans la ville qui s'appelle Tirion, qui s'écrit comme Tyrion, voilà. Donc dans la cour de Tirion, il va y avoir un arbre blanc fait à l'image une image mineure de Telperion qui est mise et qui s'appelle Galatilion. Donc en fait, il est créé pour eux par Yavanna. Kementari, c'est ton moment. C'est ton moment. Donc voilà, il y a, si vous voulez, une image de l'arbre argenté qui est créé. Un rejeton de cet arbre va être donné aussi à Tol Eressëa. Cet arbre s'appelle Celeborn, oui, c'est un nom, qui donnera plus tard Nimloth, l'arbre du Gondor. Enfin, voilà, Nimloth, l'arbre de Númenor, pardon, qui donnera plus tard l'arbre blanc du Gondor. Bref, vous voyez. C'est pas avec un Y, c'est avec un I. Donc, faut savoir en fait que à Valinor, ça se passe bien pour le moment. Manwë, le roi des Valar, et son épouse, hein, Varda, adorent les Vanyar. Mais genre, ils les adorent, quoi. Ils seront exceptionnels. Par contre, Aulë, qui est le valet de la forge, lui, il a un amour, mais pour les Noldor, auquel il va enseigner énormément de choses. Parce que les Noldor, ils ont une sorte de soif insatiable de connaissances. Ils aiment les mots, ils enrichissent leur langage, ils sont des bâtisseurs, ils taillent, façonnent les gemmes qu'ils trouvent dans le sol. Et puis, là, dans le chapitre, on commence à nous présenter les familles Noldor. La famille des Noldor, des princes Noldor, les descendants de Finwë, le gars aux cheveux foncés ici, notamment son fils principal de sa première épouse, son fils aîné, qui est Fëanor. Voilà, donc on a Fëanor, mais on y reviendra
Vraiment, les noms, ne vous en faites pas. Fëanor, donc, est le fils de Finwë et Myriel, sauf que Myriel va avoir un petit problème et va, entre guillemets, je vais vous expliquer, disparaître. Finwë va trouver une seconde épouse, et de cette union va naître Fingolfin et Finarfin. Finarfin, c'est le père de Galadriel. Donc voilà, la famille est très grande, puisque Fëanor va avoir notamment 7 fils. Fingolfin aura 3 enfants, et Finarfin en a 5. Findis et Erimé, elles sont même pas mentionnées dans le Silma, il faut aller dans Peoples of Middle-earth pour les avoir. Donc j'essaye de m'en tenir ici au... Tu vois, par exemple, pour Fingolfin, Argon n'est pas mentionné dans le cinéma, donc je vais pas le mentionner. Donc en gros, ça c'est ce qui se passe. Tolkien vous fait une présentation des princes Noldor, parce que justement, ces princes-là vont avoir un grand rôle à jouer, puisque ça s'appelle la Quenta Silmarillion, le conte du Silmaril, enfin des Silmarils. Les Silmarils vont être créés par Fëanor, et c'est toute la famille qui va être impliquée largement dans cette histoire. Donc c'est évidemment sur eux que les projecteurs sont mis. Ne vous en faites pas, on va y revenir. Là, c'est vraiment le résumé du chapitre pour que vous voyez comment c'est structuré et de quoi on va parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. On nous dit aussi dans le chapitre que le désir des Teleri qui étaient sur cette petite île de Tol Eressëa, cette petite île solitaire, de rejoindre la lumière de Valinor et surtout de voir leurs proches commencer à grandir. Et donc Ossé va leur enseigner notamment l'art de la construction navale, et il va envoyer des cygnes, donc les animaux à un coin tirer les navires jusqu'à Valinor. Et comme ça, donc, les Teleri vont s'installer sur le rivage d'Eldamar et vont aussi bâtir le port d'Alqualondë. Donc les Noldor, si vous voulez, leur offre des... Les Noldor vont offrir beaucoup de joyaux aux Teleri puisqu'ils sont fort amis. Voilà. Et après des siècles, en fait, les Vanyar, aspirant à la pleine lumière des arbres parce qu'ils sont un petit peu éloignés, si vous voulez, Tirion est un peu éloigné des arbres, les Vanyar vont quitter la ville de Tirion tout simplement et vont carrément s'installer au plus près, on va dire, des Valar. Et donc en fait, Tirion finira sous domination noldorine, même si on nous dit que Fëanor et ses fils voyagent souvent ailleurs. Grosso modo, le résumé, c'était le résumé du chapitre pour que vous voyez vers quoi on se dirige. Parce que là, on va commencer l'analyse donc du chapitre, et il y a des choses à dire sur ce chapitre. C'est un petit peu long. L'un des conseils que je peux vous donner, c'est quand vous rencontrez les noms, n'hésitez pas à vous référer à l'index et aussi à l'arbre généalogique. C'est l'arbre généalogique que vous trouvez dans le Silmarillion. L'index des noms est là pour vous aider, les arbres généalogiques sont là pour vous aider. C'est normal que vous ayez un peu du mal avec tous ces noms, parce que tous ces noms-là sont importants. Mais ne vous en faites pas, ça finit par rentrer au fur et à mesure. Ça, c'est la version Silmarillion, Gil-galad, sous Fingen. Là, Damarwen, c'est un peu hors sujet, mais je te montre ça après. Rappelle-le-moi après l'analyse. Et je te montrerai ça. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, à vous référer à l'index et à l'arbre généalogique que vous avez dans le Silmarillion. C'est là pour ça, c'est fait pour essayer de vous aider dans votre lecture. C'est extrêmement utile. Donc voilà, je répète que voilà, le chapitre s'appelle d'Eldamar et des princes de l'Eldalier. Donc, Eldamar, le royaume des Eldar, et les princes de l'Eldalier, c'est-à-dire les princes des Eldar. Voilà, c'est tout autour de ces Eldar, hein, bien évidemment. Donc ces elfes qui ont voyagé jusqu'à Valinor, ou qui ont en tout cas tenté d'y aller. Grosso modo, Eldar et Eldalier, c'est parfaitement synonyme. Hein. On fait un gros bisou à la série qui nous a donné la superbe chanson de Gil-galad, Eldalier. Qui est magnifique, voilà. Ah ouais, non, Elros, il est pas... il est mort. Il est mort, il a choisi le destin des hommes. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Ulmo va, à la demande de ses pairs, va aller à la rencontre des Eldar qui sont réunis sur la côte. Je le rappelle, au départ, seuls les 3 ambassadeurs avaient posé les pieds en Valinor et avaient vu les arbres et avaient vu la beauté et voulaient y aller. Cette fois, donc, on a les 2 clans elfes, les Vanyar et les Noldor. Donc voilà, je remets l'image ici.
il va y avoir beaucoup d'images aujourd'hui. Hein. Mais donc les Vanyar et les Noldor, hein, les deux grands clans que vous voyez le plus à mon opposé, qui sont vraiment, eux, les clans qui sont prêts pour le départ. Ils se tiennent là, hein, les deux clans, hein, contemplant Ulmo. Voilà, la mer n'était pas spécialement rassurante, mais là, Ulmo est là. Alors, difficile d'imaginer comment Ulmo s'est présenté à eux, voilà. Mais Ulmo, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment chouette, de gentil, surtout avec les elfes. Il va notamment leur parler, jouer de la musique avec eux, avec ces sortes de cornes de coquillage. Et donc en fait là, il va y avoir une sorte d'émerveillement de la part des elfes par rapport à la mer. Donc en fait, à présent, les elfes, ils aiment la mer, quoi. Finalement, voyons ça, Ulmo, il n'a plus qu'à faire traverser tranquillement la mer aux elfes, tout simplement. Et donc il va chercher une île perdue au milieu de nulle part, qui est un peu inexploitée. Et il va déterrer, si vous voulez, l'île, de la démarrer, voilà l'île, elle n'est plus dans la... Et il va l'utiliser donc comme remorque jusqu'à la baie de Balar. Alors la baie de Balar, si vous faites attention, hop, vous voyez mon doigt, hop, 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 voilà, il est là en bas. Si vous voyez... Vous continuez le prolongement de mon doigt, vous arrivez dans la baie, vous voyez, il y a une sorte de petits morceaux. C'est ça, la baie de Balar. Donc en fait, curieusement, on va avoir une petite spécialité, c'est qu'une partie de cette île va se détacher dès le début et va rester sur... voilà, dans cette baie, il y a une petite île qui sera l'île de Balar plus tard. Et sans plus tarder, avec cette île, hein, cette remorque qui est prête, hein, les Vanyar et les Noldor embarquent pour un aller simple, tout frais payé par Ulmo. Et ils traversent la mer. Voilà, finalement, donc, ils atteignent le royaume Benidaman. Là, Ingwe et Finwë vont mener leurs peuples respectifs, donc les Vanyar et les Noldor, et ils sont accueillis par les Valar. Et là, c'est émerveillement pour les peuples hein, qui n'avaient pas connaissance de ce qu'il y a là-bas. Il y a des arbres, de la lumière, parce que je tiens à signaler qu'en Terre du Milieu, c'est l'obscurité. C'est noir. Il n'y a rien, que des étoiles qui brillent dans le ciel. Il n'y a pas de soleil, pas de lune, il fait noir. Donc là, ils arrivent et waouh! Ils sont prêts à porter des lunettes de soleil pendant plusieurs siècles. Voilà. Mais en plus de voir la lumière, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient aussi les Valar et les Maiar. Et donc, toute cette beauté de ces terres qui sont insouillées, puisque et le Beleriand et la Terre du Milieu sont, je le rappelle aussi, souillés par Melkor. Donc là, on est sur une terre insouillée. Là, on est vraiment sur le bonheur ultime, quoi, pour eux. Mais voilà que les Noldor et les Vanyar, ça se passe bien, mais on a nos petits Teleri, là. Les petits Teleri, là, ça va pas très bien se passer, hein. Voilà, les petits Teleri, ils étaient en retard. Hein. C'était le... Rappelez-vous, hein, c'est le plus grand clan. Ils étaient plus lents. Et il y a déjà, le long de la traversée, des morceaux qui se sont divisés. Les Nandor, que vous voyez là, par exemple, ce sont des elfes qui se sont séparés avant, près des rivages de l'Anduin. Donc même avant de passer les montagnes bleues. Pour vous dire, il y a déjà des parcelles, les Teleri, grand clan, et tout le monde ne traverse pas. Et qu'en plus, là, les Teleri, leur chef Elwë, il a disparu. Il a disparu. Tout simplement, sans laisser de traces. Et les Teleri, c'est compliqué, quoi. Pourquoi, en fait, pourquoi conserver le nom, entre guillemets, Teleri à partir du moment où vous n'arrêtez pas de vous séparer? Parce que oui, il va y avoir des divisions des Teleri. Alors, les Teleri qu'on va continuer à appeler Teleri tout le long du Silmarillion, ce seront donc ceux qui croient au rêve d'atteindre Valinor et qui veulent persévérer. Leur but, c'est Elwë voulait qu'on aille en Valinor, on va aller en Valinor. Et ce groupe-là qui veut aller en Valinor, les Teleri, ils vont être pris par le frère d'Elwë qui s'appelle Olwë. Alors Olwë, il a quand même essayé de retrouver son frère, hein, mais au bout d'un moment, Olwë et les Teleri vont reprendre la route et vont atteindre
le même endroit de la baie de Valar et attendre. Voilà. Ils ont raté le coche, bien évidemment, hein, Ulmo ne se présente pas là. Ulmo n'est pas là. À la place, ce sont 2 de ses vassaux qui apparaissent. On a, je vous disais, donc le Vala Ulmo a des maillards à son service. On a Ossé et Winen, son épouse Winen. Donc Ossé et Winen sont mariés. Et Ossé, si vous voulez, c'est un peu le tempérament de l'eau, colérique avec les tempêtes. Et Winen, elle est là pour calmer les Núménoréens, prier notamment Winen, enfin demander la bénédiction de Winen pour avoir des traversées calmes. Donc en fait, ces 2 maillards, Ossé et son épouse Winen, sont sur la côte. Et en fait, ils vont commencer à apprendre la science et la musique de la mer au Teleri. Les années passent et à Valinor, en fait, Finwë, en Valinor, lui, il va commencer à se dire les avaries ne rentrent jamais. Ah non, eux, et s'ils ont refusé le voyage, c'est mort de chez mort. Hein. Ah non, petit chat, tu viens pas, tu vas encore me faire mal à mes jambes. Non, tu viens pas. Je suis désolée, petit chat, mais non. Donc en fait, en Valinor, on a Finwë et les Noldor qui commencent à regretter leurs super bons amis, là, les Teleri qui étaient un petit peu paresseux, là, mais qu'ils adoraient. Oh, merci, maman. Merci, maman, pour ton 11e mois et merci pour tes 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Et donc là, les Noldor vont demander aux Valar s'il est possible de les faire venir, tout simplement. Et en fait, les Valar vont accepter d'aller chercher les Teleri. Donc en fait, là, on est avec Olwë, qui est au bord de la mer avec les Teleri, qui s'enjaille avec Ossé et Winen, donc les 2 maillards. Ils apprennent plein de choses, ils adorent la mer. Et là, en Valinor, on a Finwë qui fait « Il me manque trop !» Et les Valar font « Ok, c'est bon, on va aller les chercher. » Et donc Ulmo, un petit peu à contre-cœur, va aller les chercher. Voilà. Ossé va être terriblement déçu par la situation. Parce qu'en fait, il adorait les côtes de la Terre du Milieu, il adorait être avec les elfes, c'était trop bien, il adorait la compagnie des Teleri. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à persuader des elfes de rester. Et donc, on a des elfes qui vont rester dans la baie de dans la côte Falas. C'est ce qu'on appelle les Falathrim. Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est donc les Teleri devenus Falathrim. Ce petit clan qui a décidé de rester sur les côtes près d'Ossé. C'est le groupe qui sera sous la gouvernance de Círdan. C'est un personnage incontournable de toute l'histoire de la Terre du Milieu. C'est un elfe qui est loyal, courageux, intègre, mais toujours tourné vers la mer, toujours prêt à aider les autres et qui va malheureusement mettre de côté son rêve de rejoindre Valinor pour être au service des autres. Donc voilà. Dans les Teleri qui sont sur la côte, là, donc ils n'ont pas encore traversé les Teleri, on a encore une subdivision qui arrive, et hop, on a les Falathrim qui arrivent. Dites-vous que là, un jour, sans prévenir, Elwë réapparaît. Il a un nouveau nom, c'est plus Elwë, c'est Thingol. Et en plus, à son bras, il a une épouse qui est giga badass. Je sais pas comment le dire autrement. Elle a la lumière de Valinor qui brille sur le visage. À ses côtés, Thingol, c'est-à-dire Elwë, il est meilleur, plus fort, magnifié à 1 milliard d'égards. Et là, il y a certains elfes, Teleri, qui vont décider de rester avec Elwë, tout simplement. Donc là, on récapitule les Teleri, ce qui se passe. Les Teleri, la 3e et plus importante lignée des elfes, arrivent en retard parce que c'est un très grand groupe. On a déjà une division avec l'Anduin et les Monts Brumeux. Puis la disparition d'Elwë qui les met à mal, qui les ralentit encore plus. Puis Ossé qui arrive à en convaincre certains de rester en Terre du Milieu et de ne pas monter sur le petit vaisseau. Ce qui fait que finalement, les elfes qui décident de rester et de ne pas monter sur le navire de Teleri sont appelés les Sindar, tout simplement. Les elfes gris. Parce que les elfes qui sont là-bas seront sous le chapeautage d'Elwë. Donc en fait, les elfes qui vont monter sur le petit navire, ce sera Olwë
qui va s'en occuper puisqu'il sera de l'autre côté de la mer. Et ceux qui seront restés en Beleriand, tous seront sous la gouvernance d'Elwë qui vient de réapparaître avec Melian. Et parmi, voilà, ces Sindar, ces elfes gris sous Elwë, on a les Falafrim qui restent vraiment sur la côte et qui ont Círdan comme chef. Donc Círdan est considéré comme un elfe, voilà, comme un elfe gris, donc un Sinda, mais il est donc sous voilà, il est sous Elwë, quoi. Donc maintenant, le Beleriand, si vous voulez, il n'y a que les elfes Sindar, là, qui restent parmi les clans dont on a parlé. Voilà. Là, en Beleriand, sur la côte, il ne reste que des elfes Sindar. Le Beleriand, finalement, là, est entre de bonnes mains, puisqu'on a Elwë et Melian qui sont là. Et donc, il est temps pour le groupe d'Olwë d'aller de l'autre côté. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va rester en Valinor pendant un petit moment. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler, voilà, des Noldor, puisqu'ils sont essentiels dans l'histoire. Donc, je rappelle. Non, Legolas est un Sinda. Il est du royaume sylvain, mais c'est un elfe Sinda. Donc en gros, si tu veux, les Sindar, de par le fait qu'ils aient côtoyé Thingol et Melian, sont vus comme des elfes un peu supérieurs. Non, mais tu as totalement raison, mais je t'explique pourquoi. Ce qui fait que quand le père de Thranduil, donc Orofer, débarque en Terre du Milieu et débarque vers la Forêt Noire, enfin ce qui deviendra plus tard la Forêt Noire, les elfes qui sont là-bas voient d'une certaine façon la supériorité d'Orofer et acceptent qu'Orofer devienne leur roi. Mais Orofer est Sinda. Thranduil est Sinda, Legolas est Sinda. On récapépète encore une fois, les Teleri, hop, emmenés par Ulmo. Et l'île, voilà, part pour Aman. Et ce qui va se passer, c'est que les Teleri vont supplier de s'arrêter près de la mer. Voilà, on supplie pour rester là. Et donc finalement, la petite île est séparée du continent et elle reçoit donc son nom d'île solitaire, Tol Eressëa. C'est son petit nom, comme ça. Legolas, il comprend la langue des Vanyar? Bonne question, je ne pense pas. Oui, c'est une île féerie, c'est ça. Donc imaginez, là, en Valinor, on a les Vanyar et les Noldor qui se baladent près des Valar. On a la petite île à côté avec les Teleri. On a la lumière des arbres, parce que je rappelle, hein, la Terre du Milieu, elle est dans l'obscurité. Le Beleriand, il fait noir. Là, eux, ils ont la lumière. Que deviennent les Morikwendi? Les Morikwendi, tu vois que c'est les elfes qui n'ont pas vu la lumière des arbres. Donc, ça dépend desquels Morikwendi tu parles. Parce que les Teleri, qui restent en Terre du Milieu, on en parle. Les Sindar, on en parle aussi. Les Falafrim, même chose. Tu sais ce qui se passe pour les elfes sylvains, etc. Donc, tu as quand même le destin de certains clans Morikwendi qui sont expliqués. Enfin, voilà. Enfin, tu as une idée quand même de ce qui se passe pour certains Morikwendi. Donc, Morikwendi, ce sont les elfes qui n'ont pas vu la lumière des arbres, à l'opposé des Kalakwendi, qui sont les elfes qui ont vu la lumière des arbres. C'est ça, les Avaris, eux, c'est ceux qui ont refusé et eux, on n'a aucune idée. Donc voilà, on est finalement très bien en Valinor, tout est mignon. Et la plupart d'entre eux, en Valinor, vont s'installer à Eldamar, qui signifie la demeure des elfes. C'est la région côtière d'Aman. Donc on est vraiment pas loin de là où finalement est plantée la petite île où résident désormais les Teleri. Les Valar, ils aiment profondément les elfes et veulent leur bonheur. Et donc ils sont très attentifs aux besoins et aux désirs des elfes. Et ainsi, pour que tous les elfes puissent continuer à bénéficier de la lumière des arbres, je vous avais expliqué il y a quelques chapitres que en signe de protection par rapport à Melkor, ils ont érigé une sorte de ligne de montagne qui les protégeait. Et en fait, là, les Valar vont faire une brèche dans cette ligne de montagne pour laisser passer la lumière vers l'île. Donc la chaîne de montagneuse, cette barrière montagneuse, on appelle ça les Pelori. Et
elle bloquait la lumière, normalement, cette chaîne de montagne. Et là, il y a une ouverture qui est faite pour que ça illumine Tol Eressëa. Il y a les Lyquendi, ce sont les elfes de Denethor, dont tu dois te rappeler d'Amarwen. Denethor, c'est un elfe, pas le Denethor du Seigneur des Anneaux. Pardon. Bref. Les 2 arbres illuminent désormais la ville de Tyrion qu'ils ont forgée. Hein. C'est une cité aux murs blancs et aux terrasses sur une immense colline verdoyante. Voilà, cette colline c'est Tuna. Et donc les 2 arbres illuminent la superbe cité Tyrion des Noldor et des Vanyar. Et on a même les rivages occidentaux de Tol Eressëa qui sont illuminés maintenant pour les Teleri. Tous sont dans la félicité des arbres. Et il y a Vanna, là, notre petite Kementari adorée. Elle va ajouter la petite touche finale, là, à un tableau, en offrant un arbre blanc spécial, qui n'est pas porteur de lumière, mais qui est façonné à l'image de l'arbre Telperion, donc l'argenté. C'est vraiment une réplique, quoi. Mais au fil des ans, il faut imaginer que les Teleri vont commencer un peu à s'impatienter, en gros. Ils veulent rester sur les rivages, mais en même temps, voilà, et être près de la mer, mais en même temps, ils veulent retrouver leurs amis Noldor et être plus proches des arbres. Et là, Ulmo va envoyer Ossé enseigner aux Teleri l'art de la construction navale. Alors Ossé, il l'avait déjà fait avec les Falathrim, hein, les elfes, les Teleri, Sindar, Falathrim. Voilà, la bande à Círdan. Le charpentier. En faisant ça, les Teleri de la petite île de Tol Eressëa vont enfin apprendre à faire des bateaux et ça leur permettra de voguer entre l'île solitaire et Valinor. Ulmo va même leur offrir des signes assez forts pour tirer les navires blancs. Voilà. Et ce motif artistique de signes restera chez les elfes. Hein. Donc, arrivé à Eldamar, les Teleri vont même fonder une petite cité côtière que vous connaissez bien, Alqualonde, qui est le refuge des cygnes. Et c'est là que Olwë va décider de s'installer et que les Teleri de ce côté de la Grande Mer ne s'attarderont plus. Voilà. Alors, le chapitre se termine par des présentations. Alors, je vais dire beaucoup de noms. Il y aura beaucoup de noms. On reviendra à chaque fois sur ces noms, ne vous en faites pas. Je ressortirai mon arbre généalogique quand il le faudra. Parce que mon but, c'est de bien vous expliquer, que vous ayez bien tout le monde en tête. Mais on va y arriver. Là, on arrive aux présentations. Alors, avant de vraiment aller dans les noms, il est utile de savoir que les Vanyar, c'est vraiment donc le premier clan, hein, ceux qui étaient entre guillemets les bons élèves, là, ils sont vraiment adorés par Varda et Manwë, donc les 2 rois et reines de Valar, à tel point que les Vanyar vont finir par abandonner Tyrion, leur ville qu'ils ont bâtie avec les Noldor, pour aller plus proche de Manwë et Varda. Ainsi, Tyrion est laissé aux Noldor. Donc on a vraiment, si vous voulez, les Teleri qui vénèrent l'eau avec Ulmo et Ossé, etc. Les Vanyar, eux, c'est vraiment le ciel et les étoiles pour Manwë et Varda. Alors si vous voyez, il y a un truc qui se dessine. Hein. Ulmo pour voilà, Ulmo pour les Teleri, Varda et Manwë pour les Vanyar. Les Noldor ont droit aussi à leur petit Vala chouchou. Eux, ce qu'ils aiment bien, c'est le travail manuel. Ce sont des créateurs, des artisans. Voilà, ils construisent, ils entreprennent, ils décorent, ils apprécient Aulë, le Vala de la Forge. Donc en fait, Aulë et ses vassaux maillards vont enseigner aux Noldor. Voilà. Donc les Noldor, ils sont tellement passionnés par l'art et l'artisanat qu'ils surpassent rapidement leurs maîtres. Les Noldor découvrirent des gemmes terrestres et les firent venir en myriades innombrables. Ils conçurent des outils pour les tailler, les façonner et les sculpter sous de multiples formes. Et ce qui est fou, c'est que les Noldor ne vont même pas les garder pour eux, mais vont les offrir. Et comme ça, ils vont enrichir tout Valinor. Et bonsoir Irinema. Non, les Noldor ne vont pas en Valinor. Il n'y a que la branche, une seule branche
des Teleri qui s'appellent les Falmari qui rejoint Valinor. Tu le vois dans le schéma que j'ai ici, regarde. Dans le schéma que j'ai ici, c'est vraiment, tu vois, Vanyar, Noldor et juste une branche des Teleri qui est dans la grosse casque à la Quendi qui a vu la lumière des arbres. Le reste, qui est un petit peu plus dans l'obscurité, qui sont les Mor et Quendi, ils n'ont pas vu la lumière des arbres. Les pierres précieuses, hein, c'est un truc qu'on va retrouver hein, dans pas longtemps, hein, mais si vous aimez les pierres précieuses, vous êtes sans doute un Noldor. Enfin, un Noldo, pardon. Mais voilà, les Noldor finissent par offrir des pierres à tout le monde, notamment aux Teleri, des opales, des diamants, des cristaux opales. Et finalement, les Teleri vont tout embellir. Bref, c'est parfait. Faut savoir que on n'en apprend pas plus que ça, par exemple, sur les Vanyar en Valinor. On connaît juste Ingwe, le roi, et puis rien par rapport même à la famille d'Ingwe. On n'a rien comme info. Mais comme je vous disais, la Quenta Silmarion parle... Voilà, c'est le conte des Silmarils. Et que les Silmarils, c'est une affaire de pierres précieuses. Bah, c'est les Noldor qui prennent de l'ampleur. Donc Tolkien nous laisse entendre dans le chapitre que les Noldor vont revenir en Terre du Milieu. Hein. C'est un spoiler fou, hein, Tolkien. Hein. Et que leur destin sera lié aux Silmarils et ce sont eux les elfes qui affronteront le mal, entre guillemets. Il est donc essentiel ici de connaître les rois, les princes et les enfants Noldor parce que ils vont avoir toute une influence tout au long du Silmarillion. Là, on passe vraiment sur les Noldor. Les Noldor à proprement parler. Donc les Noldor, rappelez-vous, c'est Finwë l'ambassadeur qui a, donc celui avec les cheveux noirs qui est juste ici, voilà. C'est Finwë qui est le roi. Il est proclamé donc roi des Noldor et il a une épouse, sa première épouse. Son épouse, c'est Myriel. Et avec elle, il va avoir un fils qui s'appelle Fëanor, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Fëanor... Si vous aimez un peu la Terre du Milieu, c'est sans doute un des noms que vous connaissez. Hein. C'est l'elfe le plus marquant de toute l'histoire de la Terre du Milieu, de tout Arda. Voilà. Vous allez savoir pourquoi dans les prochains chapitres si vous ne le savez pas encore. Mais il faut savoir que les circonstances de la naissance de Fëanor vont laisser sa mère Myriel totalement épuisée physiquement et spirituellement. Il faut savoir que chez les elfes, la création d'un enfant demande énormément de ressources au père et à la mère. C'est des ressources spirituelles. Si vous voulez, l'enfant mange littéralement les forces vitales des parents lors de sa conception, enfin quand il grandit pendant la grossesse. Ça demande vraiment beaucoup. Et il s'avère que Fëanor va demander beaucoup trop à Myriel et que donc elle va comme frôler la mort si vous voulez. Et ce qui va se passer, c'est que en fait elle va être comme, désolée du terme, mais un peu comme un légume, c'est-à-dire que voilà, son âme est encore dans son corps, mais elle ne sait plus, elle est endormie, tout simplement. Bah là, c'est un problème parce que en fait elle est comme morte en fait, tout simplement. Et là, voilà, c'est un peu compliqué. Il aspire leur essence vitale en gros. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, Finwë va avoir l'autorisation de, divorcer et de se remarier. Alors, sachez que ça, c'est discuté par Tolkien. Sachez que ça, pour Tolkien, c'est l'événement qui est le premier événement dramatique de l'histoire de la Terre du Milieu. Vraiment, ça, c'est le fait qu'il y ait une sorte de divorce et remariage. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça arrive. Et donc Finwë va épouser Indis. Alors Indis, comme vous le voyez peut-être sur l'arbre généalogique que j'ai mis, c'est une Vanyar. Donc on a Finwë aux cheveux magnifiques qui épouse une blondinette. Voilà. Il épouse une blondinette. Avec Indis, Finwë va avoir 2 enfants. Donc Fëanor va devenir beau-frère, voilà, il aura 2 beaux-frères, enfin demi-frères, pardon. Voilà, va devenir demi-frère, c'est pas beau-frère, c'est demi-frère, pardon. Il va devenir demi-frère, ils vont être demi-frères. Il va donc, Finwë, avec Indis, avoir Fingolfin et Finarfin. Je sais, c'est beaucoup de noms à F, hein, Finwë, Fëanor, Fingolfin, Finarfin. Au bout d'un moment, ça rentre tout seul. Alors, retenez vraiment bien. Fëanor, Fingolfin et Finarfin.
c'est surtout Fëanor et Fingolfin qui sont ceux dont on entendra le plus reparler. Mais si vous n'arrivez pas à vraiment bien retenir Fingolfin et Finarfin, ces deux frères en fine, voilà. Imaginez-les un petit peu comme Boromir et Faramir. L'un, l'aîné, Fingolfin, c'est un guerrier, vraiment valeureux. Alors que Finarfin, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus sage, voilà, plus doux. Donc si vous voulez, voilà, Faramir le noble pur, ben, Finarfin c'est un peu ça. Donc si, voilà, si vous devez essayer de trouver un moyen mnémotechnique, peut-être que vous dire Fingolfin c'est Boromir et... Alors Fëanor, c'est leur demi-frère, c'est donc le demi-frère de Fingolfin et Finarfin. Hein. Il est plus aîné, c'est l'aîné bien sûr, hein. Et surtout, ben, en fait, il est plus fort qu'eux dans tous les domaines, que ce soit le domaine verbal ou manuel, artisanat, maniement des armes, graphisme, langage, tout ce que vous voulez, beaucoup plus fort. Fëanor va se marier. Alors dans le chapitre, le nom de son épouse n'est pas donné, mais son épouse c'est Nerdanel, c'est voilà. Et Nerdanel, elle va faire un truc qui est incroyable. Elle va donner 7 fils à Fëanor. 7 fils, c'est gigantesque chez les elfes. C'est improbable et il y a... C'est ça. C'est des ch'tis, peut-être pas. Mais dites-vous que dans les 7 fils, les 2 derniers, eux, vous n'êtes pas trop obligés de les retenir. Mais les fils vont avoir aussi une grande importance dans l'histoire. Donc Fëanor, il a 7 fils. On a Maedhroth, donc qui est, si vous voulez, un rouquin. C'est un rouquinet. Qui est parfois admirable, capable de remords, un très grand guerrier. Ce sont tous des elfes exceptionnels. Hein. Vraiment. Justice pour les petits jumeaux, ouais. Ensuite, on a Maglor, qui a un esprit doux, qui est un chanteur et qui est poète. Voilà. Alors, après, on passe sur Celegorm, qui est une crasse. Voilà, c'est vraiment le pire du pire. Lui, c'est un chasseur et un dresseur d'animaux, voilà, si vous voulez. On a Caranthir, qui, lui, ressemble... qui est très colérique dans sa manière d'être. Puis on a Curufin, qui lui aussi est une crasse, qui est très habile, voilà. Mais Curufin est surtout connu pour avoir un fils que vous connaissez bien, qui est Celebrimbor, voilà. Ensuite, vous avez les jumeaux Amrod et Amrath, qui sont, voilà, assez oubliables. Malheureusement, eux ne vont pas avoir un grand impact sur l'histoire. Donc, vraiment, si vous savez retenir Maedhroth, Maglor, Celegorm, Caranthir et Curufin, dans les informations qui nous sont données, on nous dit que Fëanor et ses fils sont un petit peu agités. Voilà. Ils ont tendance à ne pas rester en place. Ils parcourent tout Valinor et allant même jusqu'aux frontières. Ils vont jusque dans les rivages les plus occidentaux, voir la mer extérieure. Disons que... on dirait que Fëanor recherche quelque chose, quoi, et ses fils aussi. Donc on a vraiment là des... la lignée de Fëanor, c'est vraiment... une lignée qui ne sait pas tenir en place et qui est destinée à de très grandes choses, dans le bien et dans le mal, quoi. Mais bon, ça, Fëanor, c'est fait. Mais, comme vous le voyez sur l'arbre généalogique, Fingolfin et Finarfin aussi ont eu des petits rejetons. Puisque Fingolfin et Finarfin sont les fils de Finwë aussi, ils ont des rejetons. Alors on va commencer par l'aîné des deux autres, hein, c'est Fingolfin. Alors on a Fingon, qui ressemble fort à son père, voilà. Et qui, voilà,
c'est Fingon. Ensuite, on a Turgon, qui lui, vous le connaissez sans doute plus tard pour ceux qui veulent le situer, mais comme le seigneur de la ville de Gondolin. Voilà. Et on a leur sœur qui s'appelle Aredel, la dame blanche d'Enoldor. C'est leur petite sœur. Alors elle a carrément le tempérament de ses cousins des fils de Fëanor. Hein. Elle aime monter à cheval, elle aime chasser, elle est très aventurière. Voilà, elle aime beaucoup ses cousins, les fils de Fëanor justement, parce que elle sait pas rester en place, d'une certaine façon. De son côté, Finarfin, lui, va avoir 5 enfants. Voilà. Dont l'aîné qui est mon personnage préféré de tout Tolkien, qui est évidemment Finrod. C'est le plus cool de tout Arda, voilà, qui va avoir le titre de Seigneur des Cavernes, hein, Finrod qui est exceptionnel. Mais vous connaissez tous, je pense, la Benjamine de ses 5 enfants, la toute petite sœur, Galadriel, dont les cheveux sont illuminés d'or comme s'ils avaient capturé un filet de l'éclat de Laurelin, donc l'arbre doré. Je sais que ça fait beaucoup de noms, mais là, on a fait les noms les plus importants. Ne vous en faites pas, comme je le dis, je reviendrai sur les noms qu'on verra dans les prochains chapitres. Je vous remettrai à chaque fois qui est qui. N'hésitez pas à prendre des notes et à avoir votre index du Silmarillion à proximité pour que ça rentre. Parce que la répétition fixe la notion, bien évidemment. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, ici. Là, parce que j'ai encore un petit bout, mais c'est pas... ça fait beaucoup d'informations, là. Mais du coup, ils sont liés de sang, Elrond et Galadriel. Ben oui. Galadriel est la cousine de Turgon. Turgon a sa fille Idril, qui est la mère d'Arendil, qui est lui-même le père d'Elrond et Elros. Ah ouais, mais l'arbre généalogique, moi aussi, hein, tu me demandes, je te le fais. Mais je serais plus comme Athéna Nelio. J'ai tendance à plus faire l'arbre généalogique version revue avec l'histoire de la Terre du Milieu. Genre Rodref n'est pas à cet endroit-là. Gil-galad non plus. Argon est ajouté. Donc c'est un peu... Pour moi, c'est un peu dur de vous présenter cet arbre généalogique-là. Parce que par exemple, pour moi, Finarfin n'a que 4 enfants. Pas 5. Mais voilà. C'est marqué dans le Silmarillion, donc j'essaye de m'y tenir. Mais voilà, c'est des choses dont on pourra parler plus tard. Mais c'est surtout qu'Argon, il a plusieurs morts en plus. Vraiment. Enfin bon, là, on a terminé l'analyse vraiment en profondeur du chapitre. Je sais que ça a été beaucoup de répétitions, peut-être moins côté analyse. Ça a été plus de la répétition ici que vraiment de l'analyse à proprement parler. Mais là, on va passer à l'histoire éditoriale du texte et c'est sans doute l'histoire éditoriale la plus longue que j'ai eue sous les yeux pour pouvoir vous expliquer tout ça. Bonne soirée, Lord Poons. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire éditoriale de ce chapitre d'Eldamar et les princes de l'île d'Alier? Je vais vous demander sincèrement de brancher vos neurones pour ce que je vais expliquer. Parce que là, c'était déjà un petit peu compliqué. Là, ça va être dur, mais on s'accroche, on s'accroche. La version la plus ancienne du chapitre, elle a été écrite début 1919. Et elle constitue la seconde partie du chapitre qu'on appelle l'arrivée des elfes et la création de Cor, qui arrive dans le livre des contes perdus. Alors, Cor, dites-vous que c'est Eldamar, quoi. Dans cette version, le récit est beaucoup plus long. Et beaucoup plus détaillé et surtout diffère sur différents points. Le point le plus important, c'est une différence de nomenclature, tout simplement. Ici, dans le Silmarillion, on a les Vanyar, les Noldor et les Teleri. Eh ben, dites-vous que là, les Vanyar sont appelés Teleri
Les Noldor deviennent les Noldoli et les Teleri sont appelés les Solo-Simpi. Ça va? Je vous ai pas perdu, tout va bien. Donc, ouais. Histoire de faciliter la compréhension, là c'est des infos supplémentaires. Vous devez pas retenir ça, mais c'est... Donc voilà. Donc on a les Vanyar, Noldor, Teleri qui sont respectivement les Teleri, Noldoli et Solo-Simpi. Voilà. Alors, ce qu'on a aussi comme différence dans le texte, c'est que le caractère des Valar est beaucoup moins digne dans cette version-là. Et la généalogie des Noldor est très peu développée. À ce moment-là, Ossé est un Vala dans l'histoire de la mythologie de Tolkien et s'oppose à ce que Ulmo, qui est lui désireux d'amener les elfes à Valinor, les fasse traverser sans le consulter et surtout sans prendre son île, puisque c'est l'île, c'est son île. Alors les Teleri et les Noldoli, donc c'est-à-dire c'est les Vanyar et les Noldor, sont transportés voilà, sur l'île, tirés par la baleine d'Ulmo qui s'appelle Uin. Et les Solo-Simpi, c'est-à-dire les Teleri dans le Silmarillion, arrivent en dernier sur les rivages et attendent le retour d'Ulmo, qu'Ossé va tout faire pour retarder avec des tempêtes, parce qu'on lui a volé sa petite île. Lorsqu'ils ont traversé moins de la moitié de la Grande Mer, Ossé, avec l'aide de son épouse, qui ici s'appelle Onen, et pas Winen, va réussir à ancrer l'île dans le fond marin, et Ulmo est incapable de la déplacer, malgré toute la force qu'il essaye de donner à Uin, la baleine. Il n'y a rien à faire, l'île ne bouge plus. Ainsi, cette île solitaire est approchée par 2 fois suffisamment pour recevoir la lumière des arbres, et elle est belle et fertile, bien évidemment. Bref, ainsi, ils sont isolés, les Solo-Simpi, c'est-à-dire les Teleri, ils se développent différemment des autres elfes de Valinor. Et l'amour de Manwë pour les Teleri, c'est-à-dire les Vanyar, et celui de Aolé pour les Noldoli, c'est-à-dire les Noldor, vont faire que chacun vont avoir des facultés, on va dire, différentes. La cité donc de Kor, je disais, qui est Tirion, là, est vraiment donnée plus en détail. On a vraiment... on nous explique du marbre, des montagnes de Valinor qui scintillait merveilleusement, de l'argent, de l'or, d'une substance d'une grande dureté, d'une blancheur limpide, qu'il confectionnait à partir des coquillages fondus dans la rosée de Silpion, c'est-à-dire Telperion. On a des rues blanches qui étaient bordées d'arbres sombres qui serpentaient avec grâce ou grimpaient par de délicats escaliers depuis la plaine de Valinor jusqu'au sommet de Kor. Bref, vous voyez là, en fait, Tolkien nous a donné vraiment beaucoup plus de détails dans cette version-là des textes. Et donc c'est écrit en 1919. Hein. Voilà. Les Valar vont offrir des pousses d'arbres à Inwë, le chef des Teleri, c'est-à-dire le Vanyar, à Finwë Nolémé, le chef des Noldoli, c'est-à-dire les Noldor. On a aussi qui a introduit de nombreux oiseaux marins à Tol-Eressëa, notamment des cygnes et les Solo-Simpi, c'est-à-dire les Teleri, qui ont déjà construit des radeaux pour naviguer sur les lacs de l'île, utilisent ces oiseaux pour tirer leurs embarcations. Voilà. Donc on a plein d'informations comme ça. Respire. Mais t'en fais pas, hein, ça va. Là, on n'a rien comme information sur les descendants de Nolémé, c'est-à-dire Finwë, ni dans le livre de Contes perdus. Fëanor n'est pas son fils, hein, bien que les 7 fils soient nommés dans un chapitre qui s'appelle le Noglafring. Donc un chapitre qui parle du futur Noglamir. En fait, les seuls enfants qu'on a de Nolémé, donc Finwë, le seul dont on entend parler, c'est son fils qui s'appelle Turgon. Alors je rappelle, regardez l'arbre généalogique, là on nous fait que Finwë a un fils qui s'appelle Turgon, alors que finalement Finwë aura Fingolfin, qui lui-même aura un fils qui s'appelle Turgon. Donc en fait, il y a des noms dans tous les sens qui changent tout le temps. Alors il faut savoir aussi que au bout d'un moment, la généalogie des souverains des Noldor va se préciser dans différentes œuvres que Tolkien va écrire durant la première moitié des années 20. Ainsi, on a notamment les gnomes qui arrivent en Terre du Milieu. Donc les gnomes, c'est un autre nom des Noldor qui est employé dans les vieux textes. Donc on a Noldoli, mais on a aussi les gnomes. Voilà. On a par exemple Gelmir, qui est un nom qui aurait été employé pour Finwë, le roi des gnomes, donc le roi des Noldor, qui revient en Terre du Milieu et qui a 3 fils, Golfin, Délin et Luthien. Mais rien en rapport avec Fëanor à ce moment-là. On a le chant
de la chute de Gondolin qui est resté inachevé, qui nous mentionne l'héritier de Gelmir, Fingolfin, dont les enfants sont Turgon et Iswin. Et lors de la rédaction du Chant des enfants de Húrin, entre 1919 et 1925, Fingolfin devient le fils de Finwë, et il y a 2 fils. On a Finwë, le futur Fingon, et Turgon. Et là, les 7 fils de Fëanor sont nommés. Voilà. C'est chaud, hein. On est loin, on est loin. On est loin. Dans le poète de la fuite des Noldoli de Valinor, Fëanor est appelé le fils de Fin. Voilà. Et finalement, dans l'esquisse de la mythologie qui a été écrit vers 1926, les Quendi, anciennement les Teleri, et les Noldoli sont transportés ensemble. Les Teleri, qui sont anciennement les Solosimpi, durant leur longue attente du retour d'Ulmo, ont appris à aimer la mer. Donc on commence tout doucement à avancer. Finalement, Ossé ancre l'île, non plus au milieu de la mer, mais au large de la baie de, accrochez-vous, Féerie, où l'on pouvait apercevoir faiblement les montagnes de Valinor. Bref, comme vous le voyez, la famille des Noldor est centrale dans la mythologie du Silmarillion, hein, dans tout ce qui sert de matière pour le Silmarillion. Et donc, en fait, la famille n'a pas arrêté de changer. Quand vous cherchez un personnage dans l'index de l'histoire de la Terre du Milieu, il a souvent 3, 4 noms différents. Et c'est incroyable. Donc, si vous continuez à fouiller les textes, comme par exemple la Quenta Noldorinois qui a été écrite vers 30, là, on a encore plein d'informations qui changent. La cité de Kor qui est toujours là. On a par exemple un nouveau nom pour les elfes. C'est les Lindar. Voilà, qui est... Enfin, c'est tout le temps comme ça, pendant tout. Et là, Tolkien va commencer aussi à mettre des dates. Par exemple, que les elfes s'éveillent en 1950 et entament leur marche en 1980. Les Quendi et les Noldoli atteignent Valinor en 2000. Donc, en plus, plus le temps passe, plus Tolkien commence à changer et à fixer des notions, mais en plus à donner aussi des annales avec des dates précises, des années précises et un décompte du temps précis. Tout ça va continuer jusque la révision de la Quenta Silmarillion en 51, voilà, où c'est toujours la même chose. On a des informations qui commencent à venir, plus de choses, comme par exemple Yavanna qui offre Galatilion, hein, le petit arbre, voilà, à l'image de Telperion, etc. On a des ajouts et des corrections ultérieures qui introduisent la source de nombreuses dissensions. On a par exemple le remariage de Finwë après le décès de sa première épouse, ou le ressentiment de Fëanor envers ses demi-frères, qui est ajouté assez tardivement, tout simplement. On a des dates qui sont rajoutées aussi vers 51 dans les Annales Grises. Et finalement, le texte qui est publié dans le Silmarillion est issu une grosse partie des Annales d'Aman, des Annales Grises et de la Quenta Silmarillion de 51, en intégrant le plus possible les corrections et les ajouts d'après, comme notamment le texte de Finwë, voilà. Donc Christopher Tolkien a manifestement apporté des modifications pour remplacer certains termes, comme Dieu pour les Valar, et pour introduire d'importants développements ultérieurs, notamment pour la généalogie et la nomenclature des Noldor, parce qu'ils n'ont fait que changer de nom constamment. Et certaines de ces modifications étaient apportées par Tolkien alors qu'il travaillait sur d'autres chapitres de Quenta Silmarillion en 59. Probablement en lien avec ce travail, Tolkien a établi en décembre 59 4 généalogies elfiques, principalement des descendants de Finwë qu'il a remaniés par la suite, notamment lorsqu'il a écrit un des textes importants qui est le Shibboleth of Fëanor. Christopher Tolkien mentionne toutes ces généalogies dans un livre, dans un volume de l'histoire de la Terre du Milieu qui est le 11e, et aussi dans les peuples de la Terre du Milieu avec Shibboleth of Fëanor qui est présent dans Peoples of Middle-earth. Donc voilà, on a un chapitre qui est très long finalement, qui a demandé un travail minutieux de la part de Christopher Tolkien pour nous donner le texte le plus cohérent possible avec les dernières versions de son père. Mais en même temps, comme je vous disais, les premières versions avaient le plus de détails, notamment en ce qui concerne
Tyrion et la ville de Kor, donc à ce moment-là, hein, la future Tyrion. Mais ce sont des détails que Christopher Tolkien a ouvertement rejeté d'omettre. Voilà, pour se focus le plus possible sur les écrits plus tardifs de son père. Et la généalogie de Finwë est problématique au point où Christopher a avoué s'être trompé, notamment pour Gil-galad, puisque Gil-galad fait partie de la lignée de Finwë. Bref, tout ça c'était un chapitre un peu dur, je sais. Mais je vous assure que petit à petit, les noms, ça va venir. Et on va avancer ensemble. Et ça ira bien. Et ça ira bien. Donc voilà, c'était la fin du chapitre d'Eldamar et des princes de l'île d'Alié de Tolkien. Voilà, j'espère vous avoir appris plein de choses ce soir, encore une fois.